Bonjour à toutes et à tous, les personnes qui vont suivre aussi la présentation sur le Facebook de la page de Saujon. Je m'appelle Iris Ramos et je suis psychologue du travail dans la ville de Tours. J'interviens majoritairement en entreprise, mais je consulte également à mon cabinet pour pas mal de situations de stress au travail, mais aussi tous les éléments liés à l'anxiété qui sont générés par la crise actuelle. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des mécanismes du stress. Il est important de comprendre que le stress est une réaction biologique et qu'elle fonctionne d'une façon un peu particulière. Donc, je vais vous présenter un certain nombre d'éléments qui vont permettre de comprendre ce mécanisme du stress et surtout comment, à force de sursolliciter notre organisme, on devient très intolérant. Donc, notre organisme va surréagir à n'importe quelle réponse, enfin, en tout cas, stimulus de l'environnement. Donc, je vais vous montrer un document qui vous permettra de suivre cette intervention. Mais tout d'abord, il est important pour moi que vous compreniez que le stress est censé nous aider. Donc, quand on a une réaction de stress de façon adaptative, on va avoir de l'aide. Par exemple, on va traverser la rue. Si on a une réaction de stress, on va pouvoir se dépêcher, aller un petit peu plus vite et de cette façon ne pas être en danger. Donc, c'est ce qu'on appelle le stress adaptatif. Ce stress adaptatif va nous aider au quotidien à mobiliser nos ressources, on parlait tout à l'heure de ressources, pour faire face à ce qu'on appelle une agression ou en tout cas un événement de l'environnement qui viendrait nous mettre en difficulté. Ce stress adaptatif est très important, c'est un mécanisme qui fait fonctionner tous les autres systèmes. Par contre, il y a des moments où on va avoir ce qu'on appelle de façon un peu courante le mauvais stress. Le mauvais stress, c'est vraiment ce qu'on va dire, ce qu'on va désigner comme un stress dépassé. Le stress dépassé, c'est un stress qui du coup ne nous aide plus. On a parlé de stress adaptatif. Le stress adaptatif, il va mobiliser nos ressources pour faire face à une situation. Donc, ça nous aide. Et quand on est en situation de stress dépassé, c'est tout simplement l'inverse. On va avoir une réaction qui nous fige. Donc, on parle de stress dépassé quand ils ne nous aident pas à accomplir une action, quand, quand notre organisme va avoir un effet de sidération. Donc, c'est ce qu'on a par moment quand on reste pétrifié, on a une réponse assez archaïque, on ne bouge plus, on est bloqué. On peut avoir aussi des mouvements incohérents d'un point de vue psychomoteur. On va avoir une fuite panique ou on va avoir des actions automatiques. C'est-à-dire que, étant donné que l'amygdale, structure cérébrale, qui est un peu le pompier du cerveau, quand on est en situation de stress, va être sollicitée, on peut avoir des réactions automatiques. Donc, des choses qui vont venir parasiter notre comportement et qui ne vont pas forcément nous aider. Rappelez-vous, je vous ai parlé de stress adaptatif. J'ai une décharge de cortisol ou d'adrénaline qui me permet de me mobiliser et de faire face à une situation. Deuxième type de stress, le stress dépassé qui, lui, me mobilise. Pas, mais me sidère, me bloque. On a aussi une autre forme de stress qu'on va appeler épuisement professionnel ou burn-out. On va dire en fait que dans la situation ambiante, que vous soyez en situation professionnelle ou pas, parfois que vous ayez par exemple une activité associative ou autre, à partir du moment où vous avez des activités qui vont inclure un travail de groupe, on peut avoir par moment une réaction d'épuisement. Cette réaction d'épuisement, elle est prévue au Canada. En tout cas, les chercheurs ne sont pas tous d'accord sur la question, mais ils parlent d'une troisième forme de stress. Donc, ils vont parler d'épuisement professionnel comme une forme de stress, parce que c'est comme si l'organisme, à force d'être sursollicité, il n'arrivait plus à déclencher une réaction normale qui, elle, serait aidante. Donc, on a dit numéro 1, stress adaptatif, qui nous aide. Numéro 2, stress dépassé, qui nous fige. Et numéro 3, épuisement, où l'organisme, lui, n'arrive pas à mobiliser même à une forme normale de stress. C'est comme si on était empêché de stresser. On a sursollicité le mécanisme et du coup, on n'arrive plus
à le relancer même de façon naturelle et à une dose simple qui nous permettrait de faire fonctionner tous nos systèmes. Concrètement, la situation qu'on vit aujourd'hui, elle nous amène, beaucoup d'entre nous d'ailleurs, et beaucoup de personnes que je vois en consultation, à être en situation d'épuisement. On a sursollicité les organismes qui du coup se mobilisent, se sont mobilisés et on arrive à un moment où on n'arrive plus à mobiliser notre organisme parce qu'on l'a sursollicité. Donc c'est ce qu'on va appeler cette situation d'épuisement. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'environnement? Dans un environnement, par exemple, de travail, on va avoir une surcharge quantitative de travail. Moi, je l'ai vu par rapport à toutes les organisations de travail qui ont dû se mobiliser pour revoir leur organisation, s'adapter. Mais on peut voir ça aussi à l'échelle des maisons, donc de chacun d'entre vous. On va avoir parfois une surcharge quantitative de choses donc, qui vont être nécessaires de mettre en place. On a aussi beaucoup parlé pendant le premier confinement de charge mentale, d'effort mental. La plupart des choses qu'on faisait au quotidien, on les faisait en mode automatique. On avait des habitudes et des choses qu'on arrivait à faire sans beaucoup d'effort mental. Comme on a changé, et d'ailleurs plusieurs fois, nos habitudes, on a une surcharge mentale puisqu'on doit repasser en mode vraiment manuel et refaire les choses en questionnant notre comportement. Donc, ça nous demande beaucoup d'énergie. Cette adaptation à un fonctionnement différent nous fatigue, nous demande beaucoup d'énergie et va augmenter ce qu'on appelle la charge mentale. On peut avoir aussi des moments où finalement il y a très peu de choses à faire, que ce soit pour les personnes en activité ou à la maison, ce qui va créer aussi un mécanisme particulier de stress, par exemple d'angoisse, parce qu'on ne sait pas spécialement ce qui va se passer, on ne sait pas ce qu'on va faire, on s'ennuie, on a peur de l'avenir, on est dans cette incertitude qui est vraiment importante. On parlera après de comment on peut augmenter justement sa tolérance à l'incertitude pour faire face. Et on a aussi beaucoup de choses qui se font d'un point de vue social. Donc, au travail, par exemple, je remarque dans mes interventions une augmentation des conflits. Donc là où on a besoin de soutien les uns des autres, on a des comportements particuliers où on commence à se prendre la tête les uns avec les autres, tout simplement à cause de la fatigue, du stress, de l'angoisse. Donc là où on devrait pouvoir trouver du soutien et de l'accompagnement des uns et des autres, on a des situations conflictuelles. Donc les relations interpersonnelles vont être souvent affectées, ce qui fait que là où on devrait avoir une ressource supplémentaire, donc auprès des gens autour de nous, notamment dans la cellule familiale, dans le couple ou avec les enfants, ou pour les personnes qui travaillent soit en télétravail un peu, soit après en allant même de façon une semaine sur deux, ou des choses comme ça dans les entreprises. Et on assiste à une augmentation des difficultés relationnelles. Donc, privé de soutien, là où on aurait vraiment besoin, égale à stress parce qu'on se sent assez seul face à nos propres difficultés et on n'arrive pas à trouver de l'aide, de l'accompagnement des autres personnes qui elles-mêmes sont déjà mises à l'épreuve. Je voudrais souligner une différence importante entre épuisement professionnel et dépression, ou même épuisement tout court lié à une situation, à un événement particulier. Aujourd'hui, dans la situation qui est la nôtre, on a vraiment un phénomène d'épuisement. Ce phénomène d'épuisement est différent de la dépression. Quand on a, par exemple, une situation d'épuisement professionnel au travail, si la personne est en arrêt, c'est-à-dire si on va extraire cette personne de son environnement professionnel qui lui fait du mal, ces symptômes, donc dus à la situation de stress, s'atténuent, voire s'arrêtent. La différence entre épuisement professionnel et dépression, c'est que finalement, une personne qui, elle, était en difficulté quand elle sort de son environnement professionnel ou de l'environnement dans lequel elle n'était pas bien,
ces symptômes s'arrêtent. Donc, il y a une différence entre les deux. Épuisement, on enlève la situation qui pose problème, la personne va mieux. Donc, on la déplace de service, la crise s'arrête, on change d'environnement, on change les règles. Là, la personne va mieux. Et il y a une différence du coup avec la dépression où même en enlevant le contexte, on avait une racine où la personne du coup va avoir des difficultés plutôt intrinsèques et ces symptômes vont continuer. Au Québec, par exemple, en France, ça ne se fait pas. Ils font des tests salivaires et on peut arriver à déterminer selon le taux d'hormones de stress dans l'organisme de chaque personne si on parle plutôt d'épuisement ou plutôt de dépression. Dans l'épuisement, on va trouver un taux anormalement bas d'hormones de stress dans l'organisme. C'est-à-dire que la personne, elle a très peu de cortisol, elle a très peu d'adrénaline, elle a très peu d'hormones de stress dans son système. Alors que si on fait un test pour la dépression, on va trouver un taux anormalement élevé d'hormones du stress. Donc c'est un mécanisme biologique qui diffère, qui n'est pas le même, il est même à l'inverse. Donc il est important de souligner qu'il y a une différence entre épuisement et dépression. Après, on voit par exemple que les personnes vont s'adapter. On le voit aujourd'hui. Je vous parle d'épuisement, mais il y a des personnes petit à petit qui s'adaptent à cette situation-là. Et elles le font, certes, mais à quel prix? On parlait tout à l'heure de colère, d'agressivité. Je m'adapte à une situation qui est vraiment très stressante. Par contre, ça veut dire que je deviens 3 fois plus réactive à toute autre forme d'agressivité. Ça veut dire que si j'ai du stress parce que je dois gérer le télétravail, l'ambiance à l'extérieur, le confinement, etc., et que je rentre ou que je finis et je change de pièce pour les enfants, je vais avoir beaucoup moins de patience parce que je me suis adaptée à une situation très stressante, mais du coup, mon organisme devient 3 fois plus réactif à toute autre forme de stress. Donc, dès qu'il y a une autre situation, mon organisme va lancer une réaction trop forte, disproportionnée, parce qu'il devient très réactif à toute forme d'agression. Donc, c'est un peu, on est à cran parce qu'on a été vraiment stressé, on s'est adapté. Ça dure, donc il y a une notion toujours de fréquence et de durée. Ça peut durer 15 jours et ça va. Mais quand ça dure 6 mois, 9 mois, on a une notion de durée et de fréquence, donc c'est régulièrement et pendant une longue période. Mon organisme va s'adapter, d'accord, mais il devient 3 fois plus réactif à toute autre forme de stress. Je regarde la télé et les nouvelles sont mauvaises, eh bien, je vais avoir une réaction importante de stress. Donc, on a un organisme qui surréagit et qui renvoie des doses trop importantes d'hormones de stress à la moindre situation qui est présentée à lui, donc au moindre stimulus négatif. Et donc, ça veut dire aussi que l'organisme, quand il reçoit autant de cortisol, il s'attelle à le combattre. On dit par exemple que 5 minutes de colère ou de frustration vont demander à peu près 5 heures à nos anticorps pour combattre la quantité de cortisol dans le corps. Donc, on a des décharges importantes dans le corps, dans l'organisme, et ensuite, on est affaibli d'un point de vue immunitaire, puisque notre organisme estime que le cortisol est mauvais, donc va le combattre. Et là, on est moins protégé pour les maladies, mais on est moins protégé aussi d'un point de vue psychologique, puisque tout simplement affaibli, étant donné que notre système immunitaire est occupé à faire autre chose. Et là, on a un certain nombre de signes qui, du coup, vont évoquer un état de stress, des choses qui vont se manifester d'un point de vue physique, psychique et d'un point de vue comportemental. Donc, il peut y avoir des malaises, des tachycardies, une oppression respiratoire, de l'eczéma, des baisses de défense immunitaire, comme je disais tout à l'heure, des troubles respiratoires. On a aussi beaucoup d'irritabilité, d'anxiété, baisse de l'estime de soi, des performances, un sentiment de saturation, je disais tout à l'heure,
Donc vraiment, d'un point de vue charge mentale, on a ce sentiment de saturation. D'un point de vue cognitif, on a l'impression que notre cerveau a traité toutes les tâches qu'il pouvait et qu'il est arrivé au maximum de ce qu'il pouvait faire. Et on a aussi un certain nombre de signes d'un point de vue du comportement, comme des oublis, comme l'addiction, on en a pu en parler. L'Observatoire à Maroc a fait une étude pendant le premier confinement et on voyait par exemple que les gens avaient fait beaucoup de sport, mais qu'ils avaient des troubles du sommeil très importants. Donc les résultats montrent que les personnes avaient beaucoup de mal à dormir pour diverses raisons, hein, mais du coup, cette situation de stress amène des troubles du sommeil. On a aussi le repli sur soi et beaucoup, beaucoup de troubles du comportement alimentaire, puisqu'on le sait bien, le comportement alimentaire vient un peu renforcer le système dopaminergique, c'est-à-dire le système de la récompense affective. Et comme on est privé de contact, des choses qui font plaisir, on a besoin de récompenses affectives, d'où aussi les troubles du comportement alimentaire. Donc, les conséquences d'une période d'épuisement, au-delà du milieu professionnel, hein, vont avoir une répercussion importante sur toutes les sphères de notre vie. Ça veut dire aussi que pour récupérer, il va y avoir un temps important. Alors, on a parlé des choses, comment ça se manifeste, mais je vais aussi vous donner un certain nombre d'éléments sur comment gérer, c'est-à-dire et concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux. Donc, les symptômes vont être différents, hein, physiques, psychologiques et puis d'un point de vue comportemental, on l'a vu. Et nous, on mesure un certain nombre d'états de stress via des échelles psychométriques. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les scores qu'on va obtenir sont assez élevés. On arrive à avoir facilement un seuil élevé dans les échelles psychométriques d'épuisement qu'on va pouvoir faire passer à droite à gauche. Pour commencer, parce qu'une fois qu'on sait comment ça fonctionne, ce qui est important aussi, c'est de voir comment on le gère. Il y a un exercice qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui déclenche chez moi une réaction de stress. Je vais pouvoir noter cet événement, cet élément déclencheur qui va me mettre en situation de stress et je vais pouvoir le décrire. Je vais pouvoir aussi noter quel type de stress ça m'a causé. Est-ce que c'était un stress adaptatif? Est-ce que c'était un stress dépassé? Ou est-ce que c'était vraiment une sensation d'épuisement? Pour rappel, dans le stress dépassé, ça m'a aidé à me bouger. Dans le stress adaptatif, ça m'a aidé à me bouger. Dans le stress dépassé, je suis restée figée. Et dans l'épuisement, je n'ai pas réussi à me mettre en route parce que mon organisme a épuisé ses ressources. Il n'arrive plus à se mettre en route. Et donc cet exercice peut être intéressant pour apprendre un peu à mieux vous connaître et apprendre aussi à gérer les réactions de notre organisme. Donc on va noter aussi les conséquences psychologiques, psychosomatiques, physiques, comportementales qu'on a observées. Cette technique, elle nous aide à mettre un peu à distance notre comportement et à comprendre d'abord qu'est-ce qui nous a fait réagir, comment les choses se sont enchaînées et finalement, comment je vais travailler ça la fois prochaine. Il y a deux façons de gérer le stress. Il y a deux approches. Il y a des solutions centrées sur les émotions et il y a des solutions centrées sur le problème. Sur les émotions et sur le problème, il faut qu'on arrive à travailler sur 3 temps. Avant, pendant et après. Dans les situations de stress, il faut qu'on augmente tout d'abord notre tolérance au stress. Je vous ai dit que c'était une réaction biologique. Si mon organisme est fatigué, il aura une moins bonne tolérance au stress, c'est-à-dire il va réagir plus vivement alors que le curseur devait être placé plus bas. Donc la première chose que je peux faire, c'est avant tout augmenter ma tolérance au stress. Comment? Via l'alimentation, en travaillant sur des choses qui vont me permettre d'avoir une meilleure qualité de sommeil, en travaillant sur les relations, c'est-à-dire en cultivant un climat sain, serein au sein de mon environnement familial et professionnel. Il y a une deuxième étape qui est donc pendant l'événement stressant.
Donc là, on va travailler, on va le voir après, on va travailler plutôt sur la respiration, sur d'autres techniques qui, le moment venu, donc exactement pendant que la situation stressante est en train de se produire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et après, donc on a dit, c'est l'exercice que je vous ai montré là, on a dit que du coup, on devait aussi apprendre de nos réactions. Comment j'ai réagi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel type de stress ça m'a causé? Quelles ont été les conséquences? Pour faire ce qu'on appelle un débriefing, donc pour comprendre un peu mieux comment on a réagi et pouvoir le travailler. Donc, ces deux façons de faire, solution centrée sur les émotions, on a dit qu'il y avait 3 étapes. Donc, avant l'événement, c'est vraiment améliorer son hygiène de vie. Le sport, même 1 heure de marche autour, ça permet aussi de faire circuler les émotions, c'est vraiment de l'énergie. Donc, on a besoin de faire circuler cette énergie et marcher va nous permettre aussi, ou faire une activité sportive, de sécréter des hormones comme, par exemple, les endorphines qui vont, elles, équilibrer les niveaux d'hormones dans le corps et donc venir contrecarrer ces hormones de stress qui, elles, vont être toxiques et mauvaises pour nous. Donc, on parlait de sommeil, il est très important, manger équilibré, et surtout éviter tout ce qui est caféine, tabac, alcool, qui vont donner une sensation de calme à court terme, mais qui du coup vont dérégler ou contribuer à dérégler davantage le mécanisme à long terme, à moyen et à long terme. Et bien évidemment, cultiver une bonne ambiance familiale, je vous ai dit tout à l'heure. Alors, sortir avec des amis, non. Je vous propose plutôt les rencontres via Zoom ou WhatsApp pour échanger avec vos proches. Mais dans cette partie améliorer sa tolérance au stress, il est très important de garder le lien social et de pouvoir discuter calmement, échanger avec les personnes avec lesquelles on partage, par exemple, notre espace de vie ou les gens qui sont proches de nous avec lesquels on a des échanges même téléphoniques pour cultiver une bonne ambiance. On a vraiment besoin de ça pour améliorer notre tolérance au stress, c'est-à-dire pour préparer notre organisme à ne pas surréagir quand un événement stressant va se produire. Quand on est vraiment donc, dans l'événement lui-même, hein. Donc là, on avait noté avant, donc prendre soin de soi, prendre du temps, faire du sport, se détendre, avoir des centres d'intérêt, des choses qui vont faire appel à la créativité. Et quand on a vraiment l'événement et qu'il est en train de se produire. Donc, on va pouvoir agir différemment. Donc, ne pas se laisser déborder par les émotions, c'est la première chose. Alors, comment on fait? On travaille d'abord sur la respiration. Il y a un certain nombre d'exercices qui vont permettre de reprendre tout simplement la main parce que notre respiration, elle est en mode automatique. Donc, en situation de stress, on essaye de remettre cela en mode manuel pour trouver tout simplement un autre équilibre. Je vous ai dit, c'est une réaction biologique, donc on essaye de retrouver un équilibre différent qui nous permette d'accéder à nos capacités rationnelles. Quand on a un événement stressant, on a tout simplement beaucoup d'émotions qui ne nous permettent pas d'accéder à un raisonnement qui pourrait nous aider à trouver des solutions qui ne nous mettraient pas en danger ou qui seraient bénéfiques pour nous. Donc, on a dit qu'avant l'événement, on améliore sa tolérance au stress. Pendant l'événement, on essaye de ne pas se laisser déborder, on essaye de respirer, de se centrer sur le moment présent et on fait les choses de façon méthodique et rigoureuse. Et toujours en essayant de se concentrer, en essayant de faire appel aux autres, en essayant de communiquer et en utilisant par exemple une technique qu'on va appeler le switch, c'est une technique de PNL. On va essayer de tromper notre cerveau avec une image positive, une pensée positive qui viendrait éloigner les pensées négatives, d'angoisse, des peurs qu'on va avoir au moment où on est en train de gérer cette situation qui est difficile. Après l'événement, ce qui est important, c'est de faire un débriefing, donc d'avoir noté les choses, d'en parler autour de vous, de parler à un professionnel, à un psychologue, à un ami, de prendre conscience du mécanisme, de votre état de stress,
donc d'améliorer votre connaissance sur vos propres réactions et de comprendre comment les choses se sont déroulées pour du coup déjouer le processus quand cela va se produire à nouveau. On a parlé aussi, euh, donc ça c'est la solution centrée sur le problème et sur les émotions. On va avoir également une identification des sources. On a dit que cette réaction biologique, elle se déclenchait, mais il y a surtout certaines situations, et tout le monde n'est pas réactif à la même chose, qui vont déclencher plus facilement chez vous une réaction de stress. Parfois, c'est le manque de contrôle. J'ai l'impression que je ne contrôle plus rien. Parfois, c'est le côté imprévisible. J'ai l'impression que j'avais tout prévu, mais là, il y a quelque chose qui me tombe dessus. Parfois, c'est la nouveauté. Je n'avais jamais été confrontée à cette situation-là, c'est difficile. Et par moments, c'est aussi tout ce qui est un lien avec l'ego. J'ai l'impression que mes capacités sont mises à l'épreuve, que je ne vais jamais y arriver. C'est ce qu'on appelle la méthode ciné. La méthode ciné, elle est très intéressante. Donc, contrôle, imprévisibilité, nouveauté et ego menacé. Cette méthode, elle nous aide à identifier les sources de stress. Qu'est-ce qui me fait réagir en général? Tenter d'agir dessus, bien évidemment, et surtout, essayer de s'entraîner pour avoir des réactions qui ne sont pas automatiques et inadaptées. C'est-à-dire que si c'est le principe de l'exercice incendie, hein, si je m'entraîne à faire face à une situation parce que je n'ai jamais vécu, mais qu'elle peut se produire, je vais automatiser un certain nombre de réponses comportementales pour que je ne sois pas dépourvue quand je devrais faire face à cette situation-là. Donc, si vous êtes stressé face à la nouveauté, une situation nouvelle qui se présente à vous suite à la crise ou suite à tout autre événement possible, et il est intéressant de faire des exercices, de répéter, de s'entraîner pour que notre cerveau enregistre dans son répertoire de comportement des nouvelles façons de répondre et automatise ces réponses-là pour que vous ne perdiez pas vos moyens au moment de faire cela. Donc aujourd'hui, je voulais aussi parler de tout ce qui est intolérance à l'incertitude. Il était important aussi pour un certain nombre d'entre vous de parler de ça. Comment on fait pour améliorer sa tolérance à l'incertitude? Parce qu'on a dit que le stress, on l'avait, c'était une réaction qu'on pouvait avoir quand on avait l'impression de manquer de contrôle. Je n'ai pas l'impression de contrôler grand-chose. On a dit aussi que quand les choses n'étaient pas prévues, je n'ai pas anticipé, donc je me sens un peu dépassée. Quand c'est nouveau, je me sens un peu dépassée. Et quand j'ai l'impression que mes capacités sont mises à l'épreuve, ce n'est pas évident aussi. Donc, comment on améliore vraiment sa tolérance à l'incertitude? Eh bien, on va pouvoir mobiliser ses ressources de la façon suivante. On va tout simplement démarrer par ce qu'on appelle l'amélioration du ratio, la diminution du ratio. Dans notre cerveau, on a tendance à retenir majoritairement tout ce qui est négatif. C'est tout simplement un mécanisme qui nous aide à survivre. Donc, pour une information négative, il faut qu'on note au moins 7 choses positives pour rééquilibrer l'humeur. Ça fait beaucoup. Eh bien, un exercice peut être, donc tous les soirs, si vous vous sentez stressé, si vous avez des pensées négatives, notez au moins 7 choses positives qui se sont passées dans votre journée pour diminuer le ratio. Rééquilibrer. Donc, il en faut 7 pour une. Vous me direz, c'est beaucoup, hein, mais voilà, c'est important. Il y a autre chose aussi, c'est s'approprier ses victoires. Par moment, on dit, bon, voilà, ça s'est bien passé, mais parce que j'ai eu de la chance. Pas tant que ça. C'est important aussi de tromper notre cerveau et l'aider parce que naturellement, il ne retient pas ce qui est positif. Il est important aussi qu'on puisse noter et qu'on puisse s'approprier ses victoires. C'est aussi parce que j'ai fait des efforts que j'ai réussi à faire telle ou telle chose. Ce n'est pas seulement parce que j'ai eu de la chance. Un autre élément, c'est les pensées négatives. Elles ont un impact très puissant sur notre état d'esprit.
Donc, il faut qu'on arrive à observer ces pensées négatives et à les mettre à distance. Quelles sont les pensées négatives qui passent par ma tête? Donc, je vais avoir des pensées automatiques, des pensées négatives, bah, je ne vais jamais y arriver, ça ne va pas du tout, je n'ai pas les moyens de réussir telle ou telle chose. Donc, ce sont des pensées négatives que je dois identifier et mettre à distance. Pourquoi? Parce que la pensée est créatrice. Si je suis persuadée que je ne vais pas y arriver, forcément, je ne vais pas y arriver. Il y a beaucoup de choses qui vont se produire et qui vont affecter notre comportement si nos pensées sont négatives. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrive à mettre à distance ces pensées négatives, arrêter ces ruminations. Donc, je sais par exemple qu'à Sojon, ils pratiquent pas mal tout ce qui est la luminothérapie et les audiocamans via le psyo. Le psyo est un casque et des lunettes pour de la luminothérapie. Moi, personnellement, avec mon travail, mes suivis et puis pendant le premier confinement, j'avais passé beaucoup de temps à faire des séances psycho, de méditation, de relaxation, de gestion du stress, pour mettre à distance certaines pensées négatives ou pour arrêter les ruminations, le petit vélo dans la tête qui est tout le temps en train de ressasser des pensées qui ne sont pas forcément très positives. Autre chose qui est intéressante pour augmenter vraiment sa tolérance au stress, c'est l'optimisme. Donc, on fait une liste des gratitudes par jour, c'est-à-dire bah, telle personne m'a aidé, telle personne a eu un mot gentil avec moi, on a fait une blague ensemble, il y a eu un moment où on a ri. Voilà, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles j'exprime ma gratitude. Et ça aide aussi à, à fonctionner différemment. Il y a également quelque chose sur l'apprentissage. Beaucoup de situations depuis mars sont vécues comme des situations d'échec. Moi, je dirais que c'est un bien grand mot. Il est important qu'on arrive à apprendre, à dire voilà, cette situation est vraiment difficile, mais qu'est-ce qu'elle m'apprend? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que la vie a essayé de m'apprendre? Quelles sont les leçons que je tire? Quels sont les enseignements que je tire de cette situation? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Quelles sont les nouvelles choses que j'ai pu mettre en place? Quels sont les avantages que cette situation négative, certes, comporte? Parce que forcément, elle comporte un certain nombre d'avantages. Il y a autre chose aussi, c'est pouvoir travailler sur ses propres peurs. Il faut pouvoir observer ses peurs. Alors, de quoi j'ai peur? Donc, j'ai peur de l'avenir, d'accord? Est-ce que je peux à ce moment-là élaborer un certain nombre de scénarios? Cette méthode sur les scénarios, elle est intéressante. Donc, je vais me dire quels sont les scénarios possibles. Il peut arriver ça, il peut arriver ça, il peut arriver ça, il peut arriver ça. Comment je pourrais faire face à ces scénarios? Et là, j'ai un peu l'impression de reprendre le contrôle, de gérer, d'anticiper, d'être un peu moins en train de subir une situation, puisque j'ai émis, écrit même, décrit un certain nombre de scénarios pour voir comment je peux m'y préparer, des scénarios bien évidemment plausibles. Hein, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver ça, 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 qu'est-ce que je pourrais faire? Et cet exercice-là va augmenter mon impression, mon sentiment de contrôle. C'est vraiment important parce que sinon, j'ai l'impression de subir tout le temps et de ne pas être prête et de devoir m'adapter tout le temps. Il y a autre chose aussi qui est très intéressante, c'est de chercher des points de vue différents. En général, on va avoir une vision des choses avec notre filtre. Si finalement on pose la question à une autre personne, quel est ton point de vue sur cette situation? Une personne par exemple d'un milieu complètement différent, je parle d'un dirigeant, un petit commerçant qui va être en difficulté, il peut s'adresser par exemple à quelqu'un qui est retraité pour lui demander quel est son point de vue. Le fait de chercher d'autres points de vue, ou un étudiant ou à une personne qui ne travaille pas, le point de vue d'une personne d'un milieu complètement différent va amener la personne en question à se décentrer de sa propre vision,
qui, elle est très probablement biaisée par sa façon de penser, son quotidien. Donc, chercher d'autres points de vue de personnes très différentes sur une situation stressante et problématique, c'est aussi un super exercice pour changer un peu la vision qu'on a des problèmes qu'on va rencontrer. On a dit anticiper, on a dit chercher des points de vue différents, on a dit scénariser, donc décrire des scénarios pour pouvoir anticiper et surtout se préparer psychologiquement à augmenter sa tolérance. Pourquoi? En ce moment, on a vraiment été obligé de s'adapter et trop longtemps et en permanence. Mais on n'a pas la main. Il y a des choses qu'on peut contrôler, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Je ne peux pas contrôler le calendrier du vaccin. Je ne peux pas contrôler le comportement des autres. Je ne peux pas contrôler la météo. Je ne peux pas contrôler énormément de choses. Donc, je me concentre uniquement sur ce que je peux contrôler. Je peux contrôler ce que je pense. Je peux contrôler ce que je dis. Je peux contrôler ce que je fais comme activité, comme sortie, voilà, comme discussion. Donc, si je me concentre sur ce que je peux contrôler, d'abord, j'ai une sensation de maîtrise et surtout, j'apprends petit à petit à lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler et qui m'amènerait de toute façon une réaction de stress et d'angoisse très importante à laquelle je ne pourrais pas faire face. Si je devais résumer mon intervention en quelques mots, ce serait du stress, il y en a toujours, il y en a beaucoup et depuis longtemps en ce moment. Cette situation qu'on vit peut nous servir à améliorer notre tolérance au stress en connaissant un peu mieux notre fonctionnement et les mécanismes du stress, comment cela fonctionne, puisque c'est une réaction biologique. Et surtout, il est important que chacun puisse mettre en place des choses pour augmenter ses ressources personnelles. Ces ressources personnelles, c'est la tolérance à l'incertitude, c'est l'optimisme et c'est également sa capacité physique, biologique, enfin, notamment via tout ce qui est alimentation, etc. Donc, c'est ses propres capacités de réaction pour pouvoir faire face. Est-ce que déjà, par rapport à ces éléments, vous avez des questions? Parce qu'il y a des choses que je peux encore vous donner, mais pour moi, ce qui était le plus important, c'est de comprendre le mécanisme biologique, de comprendre comment on augmente ses ressources personnelles, et après, de comprendre aussi que chaque personne est très différente et qu'on n'a pas besoin de la même chose pour... Alors, on ne gère pas le stress, mais on augmente la capacité de notre organisme à y faire face. Déjà, par rapport à ça, est-ce que vous avez des questions? Parce que je vous ai dit que j'aimais bien l'interactif. Vous pouvez les poser via la bulle de discussion ou en ouvrant vos micros, comme vous le souhaitez. Est-ce que vous y arrivez? Soyez pas timide. Une question ou deux? Allez, vendu, j'arrive. Non, non, moi je n'ai pas vraiment de questions à poser. C'est vrai que c'était très intéressant. On a appris beaucoup de choses, mais je n'ai pas trop de questions à vous poser. Qu'est-ce que vous retenez? Si vous devez retenir quelque chose de mon intervention, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il vous reste? C'est-à-dire, De ce que j'ai pu dire, qu'est-ce que vous retenez comme information? Qu'est-ce qui vous a marqué? ce qui nous a marqué, ce qui m'a marqué, moi, c'est surtout euh, comment se sortir de ce problème de stress. Bon, c'est assez délicat, mais enfin, c'est assez. Je ne sais pas comment m'exprimer là. Pascal? Alors, déjà, je me dis tout ce que vous dites, je le fais un petit peu. Donc voilà, ça me donne de l'énergie ce que vous m'avez dit, parce que je me dis, voilà, je suis sur le bon chemin. J'ai une situation très difficile à part le Covid, et donc j'essaie de sortir. Et justement, je me dis qu'en étant positif, en se disant que les choses vont s'arranger, ça va s'arranger. Donc j'ai cette énergie tous les jours, malgré tous les coups durs que je peux avoir. Et j'ai ça, et d'autre part, moi j'ai une spécificité, c'est que je suis insuffisante surrénalienne. C'est-à-dire que mon corps ne délivre pas de cortisol. Ah, c'est une complication en plus. Et quelque part, en même temps, c'est presque une chance parce que je me gère, en fait, pour ne pas être en colère.
Parce qu'en fait, pour moi, la colère, c'est quelque chose qui va m'épuiser. Donc peut-être qu'en fait, enfin, c'est très difficile à vivre parce qu'en fait, pour moi, le stress, c'est pas que mental, c'est aussi physique. C'est aussi quand je tombe, enfin, quand je suis malade, voilà, pour moi, le cortisol, il est différent de ce que vous parlez. Et d'un autre côté, en fait, ça m'aide peut-être à me gérer, à pas tomber dans l'énergie, de pas, voilà, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Je reviens sur ce que vous dites et c'est très important, c'est que le mécanisme de stress est un mécanisme qui fait fonctionner correctement tous nos systèmes. On en a besoin à une dose normale. Hein. C'est la première chose qui me semble vraiment intéressante dans ce que vous venez de dire. Et la deuxième, c'est que quand il y a un dysfonctionnement ou quand le mécanisme a été sursollicité, on n'arrive plus à le faire fonctionner correctement, ce qui a un impact négatif sur tout notre organisme. En fait, moi, c'est au niveau de l'hypophyse. Je n'ai plus l'hypophyse, donc Tout à fait. Par contre, ce que vous décrivez arrive aussi aux personnes qui, elles, ont trop de cortisol, oui, oui. du coup sont en épuisement et n'arrivent plus à se mobiliser normalement pour faire fonctionner leur corps. Donc vous, chez vous, c'est donc vraiment physique, un dérèglement physique, mais on retrouve ce genre de phénomène aujourd'hui chez les personnes qui ont été soumises à une situation de stress qui dure dans le temps et qui est très fréquente. Comme quelqu'un qui mangerait trop de sucre, un peu. Comme quelqu'un qui mangerait trop de sucre, qui deviendrait... Tout à fait, tout à fait. Brigitte? Alors moi, j'ai retenu sur les pensées négatives, parce que c'est ce qui voilà, c'est ce qui me chagrine beaucoup. Donc voilà, j'ai noté mettre de la distance et la luminothérapie. Ça m'a intéressé à Saujon. Donc je pense que je vais m'y engouffrer. Alors, vous pouvez regarder c'est une entreprise belge qui fait ça, sur le Psyo. Donc, je vais le mettre dans la bulle de discussion et c'est ce que moi j'ai utilisé et que j'utilise encore. Et donc, pendant le confinement, j'avais découvert ça. Alors, la bulle de discussion, je vois ça où? Donc, il va y avoir un petit. À converser, non? Voilà, regardez. C'est ça. À converser, oui. Ouais, c'est ça. Là, je vois. Une thérapie pour fonctionner sur l'organisme. Et surtout, et ça c'est beaucoup plus simple, tout ce qui est visualisation positive. C'est ça qui va pas, quoi. Donc, on doit forcer notre cerveau qui, lui, de façon naturelle, va essayer de retenir que le négatif pour nous protéger. C'est un mécanisme archaïque, mais de survie. On doit essayer de le tromper avec des visualisations positives, avec des techniques, par exemple, comme le Swift. Vraiment, on va essayer de... C'est comme si on mettait une image par-dessus, en essayant d'éloigner l'image négative et la pensée négative. J'ai fait de l'EMDR aussi il y a quelques années, mais bon, ça n'a pas marqué, quoi. Ce qui est intéressant, c'est par exemple de chercher un ancrage, positif, une image positive, et cette image, elle vient se mettre par-dessus. C'est une technique de PNL. Quand vous avez des pensées négatives ou des images négatives, et cette image-là, elle vient chasser ce côté négatif. Ça peut être intéressant aussi. Par contre, on a aussi une mémoire qui nous fait défaut. Donc, je vous encourage vivement à noter les choses positives et à vous les rappeler, puisque rappelez-vous que le côté ratio est vraiment très déséquilibré. Une émotion négative, pour rééquilibrer l'humeur, il en faut 7 choses positives à côté, ce qui fait beaucoup. Ah oui. Donc, je dois noter 7 choses positives pour pouvoir chasser de ma tête un élément négatif. Si je peux... Je note. non, je peux ajouter quelque chose, excusez-moi. Dites-moi, Pascal. D'être fier de soi, d'être fier de soi chaque petit progrès qu'on fait, de se dire qu'on est fantastique. Parce qu'on est tous fantastiques et dès qu'on fait un petit progrès, ne serait-ce qu'une marche sur 1000, on dit voilà, j'ai monté la première marche. Il y a autre chose aussi qui est très importante, c'est de dire je n'essaie de travailler que sur ce que je peux contrôler. Oui. Donc, j'augmente aussi ma capacité à lâcher prise sur tout ce que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas contrôler ce que pensent les autres. Je ne peux pas contrôler ce que disent les autres ou comment les choses vont s'organiser, le temps qu'il fait, la mort.
il y a beaucoup de choses que je ne peux pas contrôler. Donc, je lâche prise, j'apprends à lâcher prise sur ces choses-là et je me concentre sur tout ce que je peux contrôler. Ouais. J'ai appris aussi le test salivaire. Enfin, c'est au Canada, mais c'est bien ce. Eh bien, on se rend compte que notre organisme va avoir un taux très élevé quand on est en dépression, d'hormones du stress. Donc, biologiquement, on a une trace. Hein. Et quand on est en épuisement, on va avoir un taux anormalement bas. C'est comme si on était empêché de stresser. Ah ben oui, ben ça c'est vraiment bien, mais il n'y a pas un médecin qui vous en parle. Donc, c'est des choses qui nous aident aussi à comprendre pourquoi une personne, au bout d'1 an, par exemple, elle n'arrive toujours pas à s'habiller, à se bouger quand elle a eu un épuisement, par exemple, professionnel ou burn-out. Son mécanisme de stress ne réussit pas encore à se mettre en route, même de façon adaptative, naturelle de base. Donc, la personne n'arrive plus à se bouger. Oui. Et ça permet d'adapter un traitement. Oui, et c'est un mécanisme qui nous aide aussi à arrêter. C'est vraiment, donc je disais l'amygdale, hein, c'est le pompier du cerveau, et c'est comme si le corps disait, bah voilà, épuisement parce que sinon, mort du système. Oui. Il arrête tout en mécanisme de défense. Et là, on ne contrôle plus rien non plus. D'où aussi l'intérêt de travailler sur son alimentation. De prendre un certain nombre de choses qui vont nous aider à avoir un organisme qui va être plus équilibré et qui va mieux gérer ses réponses chimiques et biologiques. Non, mais c'est surtout sur les pensées, quoi. Donc, mettre, comme vous dites, amener du positif, quoi. Chercher des ancrages, des situations positives qu'on a envie de retrouver et qu'on va essayer d'amener dans notre tête de façon consciente, parce que de façon inconsciente, le négatif, il viendra forcément au devant de la scène naturellement et sans effort. Ah oui, donc la méditation, c'est pas le top. Si, puisque la méditation, elle nous recentre sur le présent, sur nos sensations et sur le présent. L'angoisse arrive quand on pense au futur. La dépression arrive quand on pense au passé. On est dans le présent, c'est-à-dire la méditation, elle nous ramène dans le présent, les sensations, l'ancrage là, dans l'instant présent. Et donc, ça fait vraiment beaucoup de bien parce que ça va chasser nos pensées d'angoisse sur le futur. Du coup, ça va jouer sur le futur, oui. Donc, la méditation, elle nous centre sur le présent, ce qui fait qu'on est moins concentré sur « et demain, qu'est-ce qui va se passer ?» Donc, on a moins de réactions biologiques de stress. Oui. Okay. Eh ben, merci en tout cas, Annie, que je vois maintenant. On va se quitter de vos interventions et de votre attention. Et au plaisir pour un autre échange à notre moment. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.